Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire. Je suis Thierry Casséus, doctorant en travail social à l'Université de Montréal et membre étudiant de l'Observatoire des profilages. Je fais présentement office d'animateur du présent webinaire étudiant de l'Observatoire des profilages qui se concentre sur les processus discriminatoires auxquels sont confrontés les femmes noires, les autochtones et les travailleurs et travailleuses de sexe. J'aimerais ouvrir le présent webinaire avec une reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons au sein de l'EDP que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Et Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Cela dit, je voudrais vous informer que seules les présentations sont enregistrées à des fins de formation seulement. La période de questions et d'échanges ne sera pas enregistrée. Donc, vous pouvez fermer vos caméras et vos micros pour ce qui est de la portion présentation afin qu'on enregistre seulement les présentatrices. Vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions dans le chat ou les garder et lever la main pendant la période de questions pour les poser de vive voix. Vous pourrez à nouveau, à ce moment-là, activer vos caméras. Avant de débuter les présentations, j'aimerais laisser la parole à la directrice de l'Observatoire des profilages, Céline Bello, pour nous présenter l'Observatoire. Céline? Merci Thierry. Alors bonjour à tout le monde et donc bienvenue dans ce webinaire étudiant de 2024. Nous sommes toujours heureux à l'Observatoire d'offrir cette possibilité à nos étudiantes de présenter leur démarche de recherche. L'Observatoire des profilages, c'est donc une trentaine de chercheurs, une vingtaine d'organismes en défense des droits et une cinquantaine d'étudiants dans différents programmes, sociologie, droit, travail social, criminologie, géographie, sciences politiques. Et c'est aussi, c'est une structure de recherche partenariale qui est financée à ce titre, et nous avons comme objectif de recherche très large la question de la compréhension des pratiques de profilage, la question de la compréhension des expériences des profilages et des luttes contre les profilages. Et on regarde les profilages de manière intersectorielle, donc tout autant auprès de la police, de la justice, de la prison, des services correctionnels, de l'aide sociale, de l'immigration et de la santé des services sociaux. Alors, nous avons tout un canevas de formation, de webinaires, donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous inscrire et vous abonner à notre infolette qui vous permet de voir toutes les activités que nous réalisons au cours de l'année. Et je vais sans plus tarder redonner la parole à Thierry pour qu'il vous présente les étudiants de ce webinaire. Merci Céline. Comme convenu, nous avons avec nous 4 étudiantes membres de l'Observatoire des profilages qui vont nous présenter leurs travaux sur les processus discriminatoires auxquels sont confrontées les femmes noires, les autochtones et les travailleurs et travailleuses du sexe. Ces travaux nous permettront d'appréhender la réalité des discriminations à partir du point de vue des avocats ou des personnes discriminées. Une réflexion originale nous sera d'abord fournie par Joëlle Coriolan, étudiante au 2e cycle à l'Université de Montréal. Nouvellement membre de l'ODP, Joëlle fait des études de 2e cycle en vue de s'inscrire en travail social. Elle s'intéresse particulièrement aux notions d'intersectionnalité, de vulnérabilité et à la place des savoirs expérientiels. Sa présentation s'intitule « Intersectionnalité contre vulnérabilisation, une réflexion ». Joëlle, la parole est à toi. Merci beaucoup Thierry. Bonjour tout le monde. Alors, je vais débuter par le partage d'écran. Alors, intersectionnalité vs vulnérabilisation. Ça c'est mon plan de travail. Je vais définir quelques termes, je vais vous donner des exemples.
et ainsi de suite. Puis pour finaliser, avec mon savoir expérientiel. Alors, d'entrée en matière, je vais y aller avec, je vous partage des notions qui me semblent principales en tant que moteur de mes recherches, dans en les mots-clés du sujet sur lequel je me penche. Profilage, intersectionnalité, entrecroisement, vulnérabilisation. Martha Nussbaum, philosophe américaine s'intéressant à l'Antiquité, au droit et à l'éthique, a énoncé un concept pertinent que j'utilise dans mon approche, soit le terme objectification. Objectification, alors, une définition. En philosophie sociale, l'objectification est le fait de traiter une personne ou parfois un animal comme un objet, une chose. Martha Nussbaum, elle a comme divisé le terme en plusieurs propriétés. Je vais simplement y aller avec le fait que l'empirique, de façon empirique. Je vais y aller avec quelques termes. Instrumentalisation, utiliser une personne comme outil. Défi d'autonomie, traiter la personne en méprisant ses capacités. Violabilité, traiter la personne au mépris de son intégrité physique et morale. Déni de subjectivité, traiter la personne au mépris de son expérience subjective et de ses sentiments. Alors, j'ai ajouté par rapport à ma réalité, à des réalités, entre autres, comme la mienne, fongibilité, traiter la personne comme un objet interchangeable, dépourvu d'identité, propriété, traiter la personne comme étant possédable, achetable, vendable. Là, j'ai indiqué code noir. C'est une lecture que j'ai peaufinée. Puis, je vais être franche avec vous, je me disais, malgré que c'est en 1648, quelque chose comme ça, j'ai pas totalement l'impression que... Oui, c'est sûr, il y a énormément de choses qui ont changé, mais on retrouve encore, on retrouve encore des réalités. Oups. Alors, on continue. Alors, Ray Alan Langton, philosophe australo-britannique et professeur de philosophie, a proposé d'ajouter 3 autres propriétés à celle de Martha Nussbaum. Réduction au corps, traiter une personne en la réduisant à son corps ou à une partie de son corps. Réduction à l'apparence, traiter une personne à la façon dont elle apparaît à nos sens. Réduction au silence, traiter une personne comme étant étant incapable de communiquer, de s'exprimer. On poursuit. Objectification. L'image me parlait énormément, alors je vous la présente. C'est la même personne. L'exemple est illustré où l'on moque une femme noire en son plus simple appareil en cours de développement humain. C'est la même personne de l'âge de 15, en allant, je dirais, de gauche à droite, de l'âge de 15 ans jusqu'à 40 ans. Alors, ici, on retrouve, c'était une publicité pour agitateur de boissons. On remarque que c'est à teneur raciste, sexiste et agiste. On parle de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Alors, ça répond à l'intersectionnalité. Phénomène, là, la définition qui m'intéresse, bon, en tout cas, à part objectification, intersectionnalité, est-ce un phénomène récent? Alors, d'après mes recherches, j'ai remarqué que c'est une roue qui tourne. On se base sur des faits antérieurs faisant encore état aujourd'hui, et c'est pour ça, tantôt, je parlais du code noir. Et là, je ne vais pas tout vous lire, je vais y aller avec ce qui me semblait plus nécessaire. L'histoire nous permet d'affirmer que l'intersectionnalité a toujours existé. L'outil esclavagiste considérait que l'individu de communauté noire était un bien meuble qui se vendait, qui s'héritait, qui était, excusez-moi, qui était destructible. Aujourd'hui encore, la femme représente une image, un objet avant son humanité. À partir des années 70, plusieurs mouvements féministes matérialisent l'intersectionnalité en vue de la libération de la femme noire en se distinguant, et je trouve ça important, de leur homologue noir et en réaction aux féministes blanches. Donc, on voit ici le racisme, excusez-moi, le sexisme et la possibilité de racisme aussi.
Alors, prochaine diapo, américaine travaillant dans une usine durant la Seconde Guerre mondiale en 1943. Elle pouvait faire face au racisme ainsi qu'au sexisme de façon simultanée. On ne peut pas vraiment dire que c'est plus de racisme, plus du sexisme. L'intersectionnalité, c'est vraiment de façon simultanée. Alors, l'intersectionnalité a été universalisée par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste, professeure féministe américaine, en 1989. Son but était d'évaluer les conséquences du pouvoir afin d'expliquer le pourquoi que la voix de femmes noires n'était pas considérée lors de discours féministes. Alors, intersectionnalité, en résumé, suite à mes recherches et ma réalité, je confirme que c'est un concept social qui désigne la situation de personnes subissant, je l'ai dit tantôt, simultanément diverses formes de discrimination, d'injustice, de domination en société. Bon, vulnérabilisation vs vulnérabilité, une réflexion. Alors, en tant qu'être humaine, s'identifiant femme, noire, autiste, je réagis à l'usage du terme vulnérabilité collé à des groupes individuels et populationnels considérés de facto comme étant vulnérables. Alors moi, dans ma réalité de tous les jours, je suis noire, je suis une femme, je suis autiste. Donc, automatiquement, il semblerait que je suis vulnérable. La problématique, c'est que je ne me sens pas vulnérable, je me sens plutôt vulnérabilisée. Alors, en ce qui me concerne, c'est un mot qui m'évoque un jugement catégorique à tendance forte de décider de la nature individuelle d'autrui sans tenir compte de son avis. En mon sens, c'est une forme de vulnérabilisation, une forme de profilage. Selon moi, encore là, ça, c'est des questions que je me pose. Quelle loi prohibe d'être genré, racisé, d'être en chaise roulante, d'être un enfant, d'être un immigrant, un travailleur, une travailleuse du sexe, une personne qui vit très modestement, voire pauvre, d'être un parent unique, d'être trans, d'être une personne sourde, et ainsi de suite. Ce que je tente de faire valoir, c'est que par rapport à l'intersectionnalité, dans le cas où c'est une personne est noire, sourde, disons, parent unique, automatiquement, quand on regarde ça, les trois vont faire partie de la case vulnérabilité. Mais est-ce que cette personne-là se sent comme telle? C'est là que mon questionnement se pose. Alors, aucune loi n'empêche la vulnérabilité, mais ça c'est un commentaire personnel, mais que de magistrat la juge. Quiconque peut être vulnérable, n'importe qui, un homme, une femme, n'importe qui peut être vulnérable. Alors, une petite définition, vulnérabilisation, rendre quelqu'un plus vulnérable. Et moi, en mon sens, je définis la vulnérabilisation comme étant une forme de profilage de personnes dont la situation est déterminée socialement comme étant de la vulnérabilité. En deux mots, ce sont des constructions sociales. J'ai terminé. J'ai terminé, Thierry. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. J'ai parlé précédemment de réflexion originale, car je trouve qu'explorer le concept de vulnérabilité des personnes racisées combiné à ton expérience personnelle constitue une avenue prometteuse en recherche et je sais que l'Observatoire t'aidera au fur et à mesure à affiner et à préciser tes idées à ce niveau-là. Merci Merci. beaucoup. Merci. Donc, nous enchaînons avec une présentation qui met en valeur le point de vue des avocats de la défense criminelle sur l'expérience de profilage racial de leurs clients autochtones. Céline Battista est étudiante en maîtrise en criminologie à l'Université de Montréal sous la supervision de Marianne Kiwet. Elle s'intéresse à la justice pénale, au contrôle social et à la punition, ainsi qu'à la façon dont ces éléments s'entrecroisent avec la vie des personnes marginalisées. Son mémoire porte sur la reconnaissance juridique de la discrimination anti-autochtone et du passé colonial. Cécilia, je te cède la place.
Merci Thierry. Je vais juste partager mon écran dans une seconde. Ok, partager. Et hop, pardon, non, c'est pas ça. Parfait. Ok. Je vais juste mettre le chronomètre parce que je vais. Ok, parfait. Bonjour tout le monde, moi c'est Cécilia et je suis étudiante à la maîtrise en criminologie à l'UDM et je suis aussi auxiliaire de recherche avec ma directrice, la professeure Marianne Couette. Et je suis aussi avocate au Brésil. Alors, je suis étudiante internationale. Et ici, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter quelques résultats préliminaires de mon mémoire parce que je n'ai pas fini de mes analyses. Et ma recherche elle porte sur comment les juges de paix et les procureurs de la couronne reçoivent ou non les arguments sur la discrimination anti-autochtone et le passé colonial selon les avocats de la défense criminelle en Ontario. Alors, on passe à la méthodologie. Mon travail repose sur des données recueillies dans le cadre d'une étude plus large qui est menée par ma directrice, la prof Marianne. Et cette étude est menée au Québec et en Ontario auprès des avocats de la défense criminelle en Ontario. Non, pardon, des avocats de la défense criminelle. Et dans le cas de mon mémoire, les données que j'analyse proviennent d'entrevues que j'ai menées en collaboration avec d'autres chercheurs de mon équipe auprès des avocats travaillant en Ontario qui représentent des clients autochtones. Et nous avons essayé de recruter de manière homogène, c'est-à-dire la même quantité de types d'avocats. Et on a utilisé des stratégies en boule de neige nous avons envoyé des courriels aux avocats et ensuite ces avocats nous orientent vers d'autres collègues qui pourraient être intéressés à participer. Et aussi, on a utilisé le logiciel Envivo pour la première partie de l'analyse. Ici, juste pour vous montrer sur quoi je pense que ma recherche s'appuie, mais je ne vais pas avoir le temps de m'y plonger dedans à cause du temps. Après, si vous avez des questions, on peut y retourner. OK, alors, avant aussi de plonger plus en profondeur dans la matière, sur mes résultats, je dois vous éclairer un peu sur le contexte plus large des défis auxquels sont confrontées les personnes autochtones dans le système de justice canadien. Et d'une manière très rapide, juste vous montrer un peu le contexte avant de présenter mes résultats. Comme j'imagine que la majorité d'entre vous le savez, la surreprésentation, surcriminalisation des Autochtones dans les systèmes est un problème persistant depuis plusieurs décennies. Et ici, j'ai mis, quelques exemples pour illustrer cela. Et par exemple, dans le premier point ici, nous avons des statistiques qui illustrent une tendance préoccupante où la population carcérale dans une pénitentiaire au Manitoba est passée de 22% à 46% en 1965 à 1989. Et dans le dernier point, on peut voir que les disparités persistent. Et entre 2020 et 2021, les personnes autochtones au Canada ont fait face à des taux d'incarcération disproportionnellement élevés par rapport aux personnes non autochtones. Et on peut voir qu'en moyenne, 42,6% des personnes autochtones sur 10 000 étaient en détention provinciale, en contraste avec les 4 personnes non autochtones sur 10 000. Alors, il y a plusieurs études qui ont tenté de comprendre les causes de cette surreprésentation. Et si j'ai mis le rapport qui est très connu, qui en anglais il s'appelle Manitoba Aboriginal Justice Inquiry, qui est un rapport très connu, et dans ces rapports, les auteurs mentionnent des théories existantes à l'époque qui pourraient expliquer cette surcriminalisation, et tels que les conflits culturels entre les communautés autochtones et la société canadienne, ainsi que la pauvreté ayant un rôle causal dans la criminalité. Cependant, ces théories simplistes ne mettent pas en lumière les problèmes structurels vécus par les Autochtones et l'histoire coloniale. Alors, les auteurs du rapport reconnaissent directement la contribution
du profilage, du colonialisme et de la discrimination systémique au taux d'incarcération parmi les Autochtones. Et maintenant, je vais m'attarder sur un aspect particulier de mon étude, qui est la réponse légale du système juridique canadien à ces problèmes que je viens de mentionner. On le sait que le droit autochtone n'est pas reconnu au Canada, par le Canada, comme un système légal indépendant. Et bien évidemment, le système canadien est imposé à ces personnes-là qui elles-mêmes finissent par être mises dans une seule boîte, comme si autochtone pourrait représenter la multitude des valeurs, des cultures et tous les peuples et communautés. Et ce qui a été fait au Canada en 1996, le Parlement canadien a légalement reconnu la surreprésentation des Autochtones dans le système et ainsi que la discrimination systémique à leur égard en créant l'article 718.2 du Code criminel. Et en raison de cette modification, à ce moment-là, les juges doivent prendre certains facteurs en considération lors de la détermination de la peine de condamnation d'individus autochtones. Et en plus de cette reconnaissance légale dans le Code criminel, il y a quelques décisions qui portent sur la surreprésentation autochtone dans le système canadien. Mais aujourd'hui, je vais juste me pencher sur deux qui sont celles les plus importantes jusqu'à présent. Et premièrement, en 1999, la Cour suprême du Canada a statué pour la première fois sur l'article que je viens de mentionner dans l'affaire Gladue. Cette décision a fait d'importantes reconnaissances, comme par exemple, j'ai mis ici dans le PowerPoint, que les Autochtones sont surreprésentés dans pratiquement tous les aspects du système pénal, aussi que le déséquilibre du ratio d'incarcération pour les accusés autochtones découle de plusieurs sources, incluant le préjugé contre les Autochtones et d'une approche institutionnelle plus inclinée à refuser la liberté sous caution et à imposer des peines d'emprisonnement plus longues pour les accusés autochtones, entre autres. Ça, c'est Gladue. Et l'autre décision que je vais vous montrer aussi, c'est appelé IPD. Et IPD a été rédigé presque près de 15 ans après Gladue. Et cette décision indique que Gladue et l'article n'ont pas eu l'impact désiré sur le système de justice pénale, en particulier en ce qui concerne la surreprésentation des Autochtones en prison. Et selon la Cour suprême, la situation s'est aggravée en fait, et les juges doivent prendre en considération quelques facteurs pour déterminer la peine des Autochtones, comme les facteurs systémiques et contextuels qui peuvent jouer un rôle dans la commission de l'infraction, et aussi les types de peines et de sanctions appropriées pour l'individu en fonction de ses origines. Et alors maintenant, pour la deuxième partie de la présentation, je vais vous montrer mes résultats préliminaires. J'ai déjà divisé cette partie en 3 parties. Alors, au début, j'expliquerai qui sont mes participants, alors, qui sont ces avocats qui présentent ces arguments sur les personnes autochtones. Dans la deuxième partie, je porte sur le poids du milieu et ça va être plus clair bientôt. Et dans la troisième partie, je vous présente à qui ces avocats présentent ces arguments, alors leur public. OK, alors, qui sont ces avocats? Dans notre échantillon, on a 42 avocats privés, mais aussi qui prennent des certificats de l'aide juridique. La majorité prennent des certificats de l'aide juridique. On a aussi 29 avocats de l'aide juridique. Ça, c'est juste en Ontario et mon échantillon dans ce cas. Et quand on avait demandé aux personnes comment qu'elles s'identifiaient, et on a 39 femmes, 32 hommes, 21 personnes racisées mais pas autochtones et 4 avocats autochtones. Et on a trouvé, j'ai trouvé avec les analyses que les caractéristiques en fait des avocats ont un impact significatif sur l'efficacité de la présentation des arguments sur leurs clients autochtones. Quelques avocates femmes ont déclaré ne pas se sentir entendues au tribunal. Et de notre côté, les avocats hommes avec plus d'expérience notent que leur grande expérience valent le respect
et ce qui influence l'acceptation de leurs arguments par les fonctionnaires du tribunal. Il y a aussi une inquiétude parmi la majorité d'avocats, j'ai trouvé, sur la pénurie d'avocats autochtones. Dans ce cas, en Ontario, mais j'imagine, j'ai déjà écouté aussi cette pénurie dans les autres provinces au Canada. Et en réalité, notre échantillon et le fait qu'on a eu de la chance d'interviewer 4 avocats autochtones ne reflète pas la réalité en Ontario. Et cette pénurie est considérée comme problématique, c'est sûrement, principalement, en raison de son impact sur l'établissement de la confiance entre les avocats et les clients autochtones. Et de nombreux avocats soulignent que la présence d'un plus grand nombre d'avocats autochtones améliorerait la compréhension culturelle, favoriserait un lien plus profond avec les difficultés rencontrées par leurs clients. Et en ce qui concerne la relation entre l'avocat et le client autochtone, je voulais juste souligner que le thème de la méfiance a été mentionné par plusieurs avocats lorsque les personnes autochtones naviguent dans un système, comme je disais, est imposé à ces personnes-là. Et ces avocats sont confrontés à la complexité de la représentation de clients qui ont subi des expériences profondément traumatisantes, ce qui les oblige à se former à des approches tenant compte des traumas. Et les avocats ont aussi mentionné qu'ils craignaient de violer la vie privée de leurs clients autochtones lorsqu'ils tentaient de présenter des arguments sur leurs difficultés au tribunal, sur leurs traumas. Et il y a un défi de la gestion de l'information qui est présentée à la salle d'audience et où les avocats ils se débattent avec la nécessité de partager des détails pertinents, mais tout en respectant la vie privée de leurs clients. Et les avocats nous ont donné quelques exemples de comment ils essayent de respecter la vie de leur vie privée. Comme par exemple, ils demandent de rapports d'adduction scellés. Dans ce cas, rapport d'adduction, rapport qui peuvent avoir des commentaires sur le trauma vécu par le client autochtone. Et ils demandent aussi d'interdiction des publications parce qu'ils soulignent le préjudice potentiel pourrait résulter du fait tel détail tombe entre de mauvaises mains. Et afin de minimiser aussi la révictimisation de leurs clients, ils utilisent des mesures telles qu'un langage codé, où ils demandent aux fonctionnaires de lire des numéros de pages ou des paragraphes au lieu de lire à voix haute des extraits sur les traumas de leurs clients. Et alors, pour le deuxième point, nous avons interrogé des juristes et des avocats des zones rurales, suburbaines, éloignées, au nord de la province et urbaines. Et la majorité d'avocats des zones non urbaines expliquent que dans leur région, presque 90% de leurs clients sont des autochtones. Et interroger si les fonctionnaires des tribunaux acceptent les arguments de l'adulte, c'est-à-dire les arguments relatifs au colonialisme et à la discrimination, les avocats ont déclaré que la région jouait un rôle extrêmement important. Et dans ces lieux, les professionnels sont confrontés à des fonctionnaires locaux, mais aussi à des fonctionnaires d'autres régions, comme des zones urbaines, qui se rendent dans ces lieux pour travailler, ils s'appellent per diem, ou qui travaillent en ligne, par exemple. Et les avocats expliquent que les fonctionnaires locaux peuvent être une bonne chose, mais aussi une mauvaise chose pour le client autochtone. Pour le premier point, quand c'est une bonne chose, quelques avocats disent que les fonctionnaires locaux peuvent avoir une compréhension culturelle des défis auxquels sont confrontées les personnes autochtones dans ces régions, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires à l'extérieur, de l'extérieur. Et par exemple, les participants, pour illustrer, les participants ont discuté d'une situation impliquant un procureur de la couronne d'une région urbaine et un avocat de la défense d'une région rurale et discutaient d'une affaire d'agression sexuelle et se sont mis d'accord sur une fourchette des peines de 3 à 5. Cependant, lorsque le procureur de la couronne a présenté cette fourchette au tribunal, il a précisé que ça, c'était qu'il voit que ce soit
exprimée en année, alors que l'avocat de défense avait voulu qu'elle soit exprimée en mois et qu'aucun fonctionnaire local aurait dit année pour les personnes autochtones où ils habitent dans des cas comme celui-ci. Et cependant, d'autres avocats ont expliqué que les fonctionnaires qui ne sont pas originaires de la région peuvent être une bonne chose, peut-être une bonne chose pour les clients autochtones. Et ils disent que cela se produit parce que certains fonctionnaires locaux sont un peu trop habitués avec le statu quo et les défis des régions plus rurales. Et les avocats ont expliqué comme les fonctionnaires de l'extérieur remettent en cause exactement ces statu quo-là. Par exemple, dans certaines régions éloignées, les juges locaux, deux fois, retardent la libération d'un autochtone jugé apte à être libéré, alors qu'il soit libéré dans sa communauté, en invoquant des problèmes logistiques. Par exemple, il n'y a pas d'avion dans la journée qui va être libéré. Et cependant, des avocats ont parlé que les juges non locaux interviennent reconnaissant les problèmes systémiques et plaidant en faveur d'une libération plus immédiate. Et un avocat a même dit qu'un juge qui n'était pas local a souligné la responsabilité de procureur de trouver un moyen même de couvrir les frais d'hôtel, ce qui remet en cause le statut quo, comme je le disais tantôt. Alors, finalement, je pense que c'est important d'expliquer à qui ces avocats présentent les arguments. Et ici, on parle des procureurs de la couronne, des juges et des juges de paix. Et alors, la question, est-ce que les circonstances de l'accusé autochtone ainsi que l'histoire du colonialisme et la discrimination sont tenues en compte par les fonctionnaires? La réponse est que ça dépend. Certains fonctionnaires prennent en compte Gladue en détail au cours de la procédure, tandis que d'autres ne font que le feraient selon les avocats de défense. Et je vais vous donner quelques exemples. Et juste un petit rappel que cela est la perspective des avocats de défense que j'ai interviewés. Et beaucoup de participants ont dit que oui, ces facteurs sont pris en compte par les fonctionnaires et que Gladue a eu un impact positif. D'un autre côté, il y a des avocats qui racontent qu'ils ont rencontré des juges qui n'étaient pas informés de la situation de personnes autochtones et qu'ils ont dû leur apprendre, en fait. Un avocat a même déclaré qu'un procureur avait dit qu'il n'avait jamais vraiment compris ce que signifiait la règle Gladue, bien que la décision ait été rendue le siècle dernier. Des avocats disent que certains juges de paix ne savent pas comment appliquer les principes, qu'ils se contentent de juste le mentionner, les inscrire au procès verbal, mais qu'en fin de compte, rien ne change. Et lorsqu'on leur a demandé s'ils pensaient qu'il avait une caractéristique qui pourrait avoir un impact sur le fonctionnaire recevant ou non les arguments, les avocats ont mentionné certaines. Certains avocats ont déclaré qu'il était bon de travailler avec des juges expérimentés parce qu'ils connaissaient les conditions auxquelles les personnes autochtones sont confrontées. Et les avocats disent aussi que les avocats de la couronne, les procureurs de la couronne, qui étaient auparavant avocats de la défense, ont tendance à être beaucoup plus favorables à la libération et à l'accès à la justice et sont davantage axés sur la justice réparatrice. Et les avocats répètent souvent qu'il est préférable pour le client autochtone d'avoir un juge qui connaît son client et les défis auxquels il est confronté. Et ça arrive, par exemple, dans les tribunaux Gladue, ce sont des cours spécialisés, et aussi dans des tribunaux des régions plus rurales et dans les communautés autochtones, et parce qu'il n'y a qu'un seul juge qui connaît les clients et les expériences vécues par les accusés autochtones. Et le même problème que j'avais dit tantôt sur la pénurie d'avocats autochtones, on voit ici avec les fonctionnaires. Les avocats ont déclaré que dans une communauté ayant une communauté autochtone importante, il est essentiel qu'une personne autochtone préside le tribunal. Et dans ces régions, les personnes impliquées dans les procédures judiciaires telles que les accusés, les témoins, les victimes, tout le monde sont souvent des personnes autochtones. Et la présence d'un juge autochtone peut favoriser un lien plus fort et potentiellement renforcer la confiance entre la communauté autochtone et le système judiciaire. Ça, c'est la perspective des avocats. Et alors, finalement, je pense que c'est encore trop tôt
pour présenter une conclusion, une discussion, parce que quand je suis encore en train de finaliser mes analyses, comme j'avais dit, j'ai quelques idées de points sur quoi je pense que je vais aborder dans mon mémoire, par exemple, comme l'accès à la justice, la méfiance dans le système de justice, les coûts spécialisés, la justice thérapeutique peut-être, la pénurie d'avocats autochtones, le financement de l'aide juridique. Mais je suis aussi ouverte des idées si vous en avez à la fin. Je pense aussi, avant de finir, que c'est également important de souligner que plusieurs avocats ne sont pas optimistes quant à l'impact de ces arguments sur la réduction de la surreprésentation et qu'ils mentionnent que même les clients dont la situation est entendue ne reçoivent pas vraiment l'aide dont ils ont besoin, que c'est une porte tournante. Et ils sortent sous condition, le problème n'est pas traité, ils commettent à nouveau des délits et ils sont également accusés d'infraction. À un moment donné, le juge de peine ne laissera pas sortir de prison, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement. Alors, il note que Vladu peut avoir un impact plus important sur les délits moins graves, mais ça n'est pas la réalité pour les délits plus graves et qu'il existe des problèmes structurels, en fait, qui doivent être réglés et ouais, avant qu'on se penche sur la procédure criminelle. Enfin, c'est ça. Et si vous avez des questions, on a la session dédiée aux questions et n'hésitez pas. Et voilà, merci. Et je te donne la parole, Thierry. Merci beaucoup, Cécilia. Comme on vient de le voir, la recherche de Cécilia permet de rendre visibles les processus discriminatoires auxquels sont confrontés les accusés autochtones à partir du regard des avocats de la défense criminelle, en montrant comment les facteurs systémiques et la géographie jouent un rôle significatif dans les représentations légales et les sanctions. Une perspective analytique qu'on retrouve également chez Anne-Frédérique Perron, qui est notre troisième présentatrice. Anne-Frédérique Perron est avocate et étudiante à la maîtrise sur mesure en enjeux juridiques autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sous la supervision de Sébastien Brodeur-Girard. Elle s'intéresse au profilage racial entre les personnes. Elle est également avocate au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or depuis plus de 2 ans. Le titre de son intervention est le suivant: L'accès à la justice pour les personnes autochtones en milieu urbain, observation et initiative des services en justice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Maître Perron, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon PowerPoint à mon tour. Donc, oui, comme Thierry l'a mentionné, je suis étudiante à la maîtrise en enjeux juridiques autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sous la supervision du professeur Sébastien Brodeur-Girard. Et parallèlement aussi à ça, je suis avocate au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, qui est un organisme qui est membre de l'Observatoire des profilages également. Donc, je vais vous parler, moi aussi, aujourd'hui d'une partie de ma maîtrise qui porte sur le profilage racial envers les personnes autochtones. Comparativement à d'autres mondes qui ont présenté aujourd'hui, moi, je suis plus au début de mon projet de mémoire. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est vraiment comment je suis arrivée à vouloir faire un projet de maîtrise sur la question du profilage racial envers les personnes autochtones. Et pour ce faire, je vais vous parler un peu des services en justice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or parce que c'est vraiment dans ces services-là qui prônent l'accessibilité à la justice que j'ai remarqué peut-être un besoin avec la communauté justement de travailler sur la question des profilages, du profilage racial envers les personnes autochtones. Et pour finir, je vais justement m'entretenir sur pourquoi c'est important de différencier le profilage racial que vivent les personnes autochtones de celui d'autres groupes raciaux. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais justement avant de vous présenter les services en justice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, c'était important pour moi de faire un peu comprendre l'importance de Val-d'Or, l'importance de la présence autochtone à Val-d'Or plus précisément. Donc, ici, vous avez une carte du Québec, justement, avec les différentes communautés autochtones qui sont identifiées sur le territoire. Et encerclé en rouge, vous avez Val-d'Or sur la carte. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? Val-d'Or, c'est vraiment une ville qui est
au centre de l'Abitibi. Elle est entourée de communautés Anishinaabe. Et qu'est-ce qui est important de Val-d'Or, de comprendre de Val-d'Or, c'est que Val-d'Or, elle est reconnue historiquement pour être un endroit où les personnes autochtones vont venir transiger, vont venir chercher beaucoup de services, que ce soit des services de la vie de tous les jours pour les communautés plus éloignées des grands centres, que des services qu'il n'y a pas nécessairement dans les communautés, services de santé, d'éducation et autres. Et elle est importante à ce niveau-là, non seulement pour les Anishinaabe, mais aussi pour les communautés Cris. Sur la carte, vous voyez les communautés Cris, c'est les points jaunes dorés qui sont vraiment au nord du Québec, donc en haut de la carte. Les communautés Cris aussi vont venir chercher des services à Val-d'Or qu'elles n'ont pas nécessairement en communauté. Au fil du temps, il y a vraiment une communauté autochtone urbaine qui s'est installée à Val-d'Or. Il y a des personnes autochtones qui vivent à Val-d'Or, qui ont résidence ici, même parfois, on a des familles à Val-d'Or là, que on est rendu à la 5e génération où les personnes n'ont jamais habité sous réserve. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Sinon, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, c'est quoi? Donc, sur la diapositive, vous pouvez voir, je vous ai mis en haut à votre droite le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or actuellement. Et à la gauche, j'ai inversé, je veux dire à la droite, plus en bas, je vous ai mis une photo de l'agrandissement parce qu'il y a un agrandissement qui va venir cette année s'ajouter à la partie actuelle. Donc, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, c'est le plus gros au Québec. C'est un centre d'amitié autochtone important aussi à l'échelle du Canada. Il existe depuis plus de 50 ans. Il va être leur 50e anniversaire cette année. Et pour ceux qui ne sont pas habitués avec la structure des centres d'amitié autochtones, un centre d'amitié autochtone, c'est vraiment un organisme autochtone dans des milieux urbains qui va vraiment être un ancrage culturel pour les personnes autochtones qui vivent dans le milieu urbain. Donc, à cet endroit-là, les personnes autochtones vont venir chercher une panoplie de services qui sont culturellement sécurisants pour eux. C'est un milieu de vie. Ils vont venir se rassembler avec la communauté. Et chaque centre d'amitié autochtone est unique, a son propre offre de services. Donc, à Val-d'Or, avec le temps, c'est sûr, je n'aurai pas le temps de vous expliquer toute l'offre de services qu'il a. Mais juste pour vous donner des exemples, là, il y a une clinique en santé autochtone. Il y a des services psychosociaux pour tous les groupes d'âge, tous les types de profils aussi. Et bien sûr, depuis quelques années, il y a les services en justice. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que les services en justice sont vraiment... On a commencé à réfléchir à des services en justice permanents qui sont vraiment dans le Centre d'amitié autochtone après un événement marquant pour nous, qui est en 2015 la dénonciation publique de femmes autochtones de Val-d'Or des abus dont elles ont été victimes par des policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or, dénonciations qui se sont faites dans le cadre d'un reportage à l'émission Enquête à Radio-Canada. Et cet événement-là était vraiment un événement qui a mené au lancement de la commission Bien. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a vraiment été présent pour les femmes autochtones qui ont dénoncé dès l'arrivée des journalistes de Radio-Canada. Elles font partie, c'est des membres du Centre d'amitié autochtone, ces femmes-là. Et encore aujourd'hui, le Centre d'amitié autochtone est présent dans la vie de ces femmes-là. Donc, cette expérience-là a vraiment emmené l'équipe du Centre d'amitié à voir la nécessité de mettre en place des services permanents dans le centre d'accessibilité à la justice parce que une meilleure connaissance et une meilleure accessibilité aux droits pour les personnes autochtones, ça se présentait comme un moyen clair de contrer les abus dont peuvent être victimes les personnes autochtones de différentes fonctions, dont les policiers. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le Centre d'amitié a vraiment développé un modèle de justice communautaire. Dans ce modèle-là, qui est vraiment dans le Centre d'amitié, donc ancré dans la communauté. Il y a diverses sortes de services. Je vous ai mis quelques points pour vous présenter un peu quelques services qu'on offre. Qu'est-ce qui est important de comprendre, je pense, par contre, sur ce service-là, c'est vraiment
on l'a vraiment réfléchi comme étant sur le terrain. On voulait être proche de la communauté et on a vraiment une politique de porte ouverte. Moi, en tant qu'avocate, quand le monde arrive dans mon bureau, je prends le temps de les écouter, peu importe ce qu'ils ont à me dire. Et ça, c'est un élément important. Cécilia a parlé précédemment de l'importance pour les avocats de connaître leurs clients, mais c'est vraiment ça qu'on veut. On veut que les personnes se sentent écoutées et on prend le temps de les écouter, peu importe ce qu'elles veulent nous dire. Et des fois, quand elles nous content les sentiments d'injustice qu'elles ont, les situations qu'elles ont vécues qui ne leur paraissent pas justes, ça arrive des fois que il n'y a pas de réponse juridique à ce qu'ils veulent, mais on essaie tout le temps de voir comment on peut les accompagner, comment on peut leur offrir des services, peut-être qu'ils vont être des services autres dans le centre d'amitié, les accompagner dans des démarches, dans des processus autres que le processus judiciaire normal, mais comment on peut les aider à obtenir un certain sentiment de justice. Donc, on a vraiment présenté nos services vers le bas et non voir comment on adapte nos services en fonction du système de justice. On voulait vraiment être sur le terrain. Et une partie aussi de mon travail, bien sûr, c'est d'aller dans les groupes, aller dans les milieux pour donner des ateliers ou des activités d'information juridique parce qu'on trouve que vraiment avoir une base de connaissances sur leurs droits pour les personnes autochtones, bien, c'est un moyen justement, c'est un outil pour les protéger de certains types d'abus. J'ai mis aussi en 2024 et suivant l'implantation de la clinique en justice communautaire autochtone. Je n'ai pas le temps, dans une présentation comme ça, d'en parler plus en détail, mais on est vraiment en train d'implanter une clinique en justice communautaire autochtone qui va renforcer notre offre de services. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez suivre le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Donc, maintenant, la question du profilage racial au sein des services en justice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Donc, comme je vous disais, on essaie vraiment d'être là pour la communauté puis avoir des services qui est proche de eux. Donc, quand on a commencé au début, il y avait des sujets de droit qu'on savait, on se doutait qu'ils allaient être fréquemment posés, les personnes allaient fréquemment venir nous voir pour ce type de droit. Donc, Cécilia a parlé tantôt de la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale, de droit criminel, de droit pénal. C'est clair que c'est un sujet qu'on entend souvent. Protection de la jeunesse, droit du logement. Mais il y a un sujet que, pour vrai, moi, honnêtement, ça a été quand même une certaine forme de surprise. C'est un sujet qu'on reçoit assez fréquemment, qui n'est pas nécessairement celui qu'on entend le plus, mais qu'on entend sur une base régulière. C'est le fait que des personnes viennent nous raconter des fois des histoires qu'elles ont vécues et qui dénotent du profilage racial. Et là, quand moi je prends et mon équipe, on prend conscience de cette réalité-là, eh bien, on regarde comment est-ce qu'il y a des solutions juridiques pour ces personnes-là, comment on peut utiliser des outils de droit pour les aider. Et là, je me mets à regarder la jurisprudence pour me rendre compte que la jurisprudence qui touche spécifiquement la question du profilage racial envers les personnes autochtones, elle est quasi inexistante. Il y a également peu de littérature qui touche précisément la question du profilage racial envers les personnes autochtones. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'avec nos histoires sur le terrain, bien, il y a un besoin d'adapter la définition du profilage racial à la réalité autochtone parce que ce n'est pas nécessairement représentatif de ce que le monde vit sur le terrain. Il y a peut-être des distinctions à faire des fois. Donc, une fois que ce constat-là fait, c'est sûr qu'on sent qu'on a un manque d'outils peut-être et on sent limité dans ce qu'on peut faire pour nos membres au niveau du droit. Donc, c'est là, à partir de ce moment-là, moi, que j'ai décidé de contacter Sébastien Brodeur-Gérard, qui est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui est très proche, son bureau est très proche du Centre d'amitié à Val-d'Or. Et de là est née l'idée de faire un projet de recherche sur le profilage racial envers les personnes autochtones qui constituerait dans un premier temps, justement, une première étape à la question de dresser un portrait, une analyse jurisprudentielle de qu'est-ce qu'il existe présentement au sujet du profilage racial envers les personnes autochtones. Donc, pour finir, pourquoi c'est important de distinguer le profilage racial envers les personnes autochtones de celui vécu par d'autres groupes racisés? Je vous ai dit tantôt justement qu'il y avait peu de littérature sur la question du profilage racial envers les personnes autochtones.
Pour le peu de personnes qui se sont intéressées à la question jusqu'à maintenant, il y a quand même un certain constat qui est observable, c'est que pour ces personnes-là, c'est clair qu'il est important en fait, c'est clair que le profilage racial envers les personnes autochtones, il se produit dans une dynamique différente, notamment parce que le profilage racial envers les personnes autochtones doit être analysé dans le contexte du colonialisme. Et c'est pour ça, moi, dans mon projet, dans mon cadre théorique, j'ai un concept vraiment clé que je vais utiliser, qui est le colonialisme de peuplement. Et c'est à partir de ce concept-là que je vais vraiment analyser la question du profilage racial envers les personnes autochtones. Et quand on parle de colonialisme de peuplement, c'est important de comprendre que ce n'est pas une suite d'événements historiques. Ce concept-là, il faut vraiment le comprendre comme un cadre d'analyse dans lequel il est possible de comprendre comment les mécanismes, les structures, les politiques étatiques ont permis d'hier aujourd'hui permettre et continuent, pas permettre, excusez, influence et continue d'influencer le vécu des personnes autochtones et a pu contribuer à différentes problématiques qu'ils vivent. Et c'est un concept qui est important parce que justement, il tient compte du fait que les personnes autochtones, ce ne sont pas des groupes racisés, ce ne sont pas des minorités raciales, c'est vraiment des nations qui sont présentes sur le territoire depuis des millénaires et qui ont subi un traitement dans l'histoire qui n'a pas de comparable dans l'histoire du Canada. Et ces différences-là entre le profilage racial des personnes autochtones et des groupes racisés, elles s'observent aussi juste dans le contexte dans lequel le profilage racial peut se produire. Je vous donne un exemple, justement, dans la jurisprudence, le cas classique qu'on voit de profilage racial, c'est le cas du policier qui va utiliser le profilage racial contre des personnes. Ça arrive aussi, il y en a énormément chez les personnes autochtones. Je pense que la présentation de Cécilia nous laisse présager ceci, mais qu'est-ce qu'on entend aussi beaucoup, nous, au niveau de la clinique, c'est que les personnes semblent subir du profilage racial au niveau de la protection de la jeunesse, beaucoup. C'est un sujet qui est récurrent, mais qui n'est pas nécessairement présent dans la jurisprudence. Là. Il y a peu de décisions qui parlent de ça, en fait, alors que nous, sur le terrain, c'est vraiment... ça se compare au profilage racial qui peut être subi par la police quand on se fie aux témoignages qu'on a sur le terrain. Aussi, il y a des différences aussi au niveau des données qui nous laissent présager que le traitement, des fois, peut ne pas être le même. Cécilia parlait tantôt de la surreprésentation des Autochtones dans le milieu carcéral. C'est clair qu'il y a d'autres groupes racisés comme les personnes noires qui sont surreprésentées aussi dans le système carcéral. Par contre, quand on regarde la proportion de ces groupes-là par rapport à leur proportion dans la population, on se rend compte que les personnes autochtones, c'est clairement le groupe le plus surreprésenté dans le milieu carcéral. Aussi, sinon, au niveau de la protection de la jeunesse, les personnes, il y a aussi d'autres différences qui se voient au niveau des statistiques. Je vous ai mis dans l'encadré en gris ici un extrait du rapport de recherche et de consultation sur le profilage racial en Ontario de la Commission des droits de la personne de l'Ontario. Pourquoi je vous ai mis cet extrait de la Commission des droits de la personne de l'Ontario? Qu'est-ce qui est important, c'est que cet organisme, dans les différents documents qu'elle a produits spécifiquement sur le profilage racial dans les dernières années, a vraiment décidé de laisser une section particulière pour les personnes autochtones, justement en prenant compte du fait que les personnes autochtones avaient une réalité de profilage différente. Et donc, dans cette consultation, ils ont consulté plusieurs groupes autochtones, dont les centres d'amitié autochtones de l'Ontario. Qu'est-ce qui est ressorti? C'est justement, les participants ont constaté que le profilage racial envers les Autochtones devait être envisagé dans un contexte de colonisation. On voit aussi un besoin d'adapter la définition qui n'est pas adaptée présentement. Et le dernier extrait que je vous ai mis là en bas, on constate aussi qu'il y a un manque d'accessibilité au système de justice pour dénoncer des réalités comme le profilage racial pour les personnes autochtones. Justement parce que le système ne prend pas en compte les traditions juridiques autochtones et que les codes de droits de la personne
ne tiennent pas aussi compte des droits spécifiques aux personnes autochtones. Et c'est dans ce contexte-là que, dans une première étape, ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure le droit, on est capable d'avoir des développements jurisprudentiels ou même législatifs qui peuvent faciliter la dénonciation en droit pour les personnes autochtones. Tantôt, Cécilia a parlé de Gladue Aipili, l'article 718.2 du Code criminel. Eh bien, ça, c'est des exemples, justement, où il y a eu des développements jurisprudentiels et même législatifs qui ont été faits dans le but d'essayer de contrer un problème qui est la surreprésentation des Autochtones dans le système carcéral. Donc, dans un premier temps, on peut regarder justement, est-ce que c'est possible d'assister à des développements jurisprudentiels du même type, mais pour la question du profilage racial envers les personnes autochtones. Je vous ai mis en bas 3 décisions, justement, qui peuvent nous emmener des réflexions intéressantes sur la question de comment faciliter la dénonciation en droit du profilage racial pour les personnes autochtones. Et il ne reste pas beaucoup de temps, mais juste je vais peut-être vous donner un exemple vite. Il y a la décision Small Boy, celle du milieu. Dans cette décision-là, le juge est venu dire que la discrimination envers les personnes autochtones, donc, dont le profilage racial, qui est une forme de discrimination, eh bien, il considérait que c'était d'intérêt public. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que quand un juge a devant lui une personne autochtone qui vit de la discrimination comme le profilage racial, bien, le fait que ça soit intérêt public, bien, il faut qu'il en prenne compte dans son analyse et ça va militer pour que la cause soit entendue sur le fond. Et c'est souvent un défi dans les causes de discrimination ou d'autres droits protégés par les codes de droits de la personne, de se rendre des fois jusqu'au fond de l'affaire. Donc, ça peut aider à dénoncer. Je vous invite aussi à aller voir les autres décisions qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, je commence à être flush dans le temps, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Anne-Marie Perron, pour avoir souligné le besoin d'adapter la définition juridique du profilage racial à la réalité autochtone et pour avoir du même coup indiqué la nécessité de distinguer le profilage racial vécu par les autochtones de celui vécu par les groupes racisés. Donc, nous attendons avec impatience les suites de ton projet de maîtrise. Donc, nous allons conclure ce webinaire avec une conférence sur le processus discriminatoire auquel sont confrontés les travailleurs et les travailleuses de sexe à Montréal. Donc, la présentatrice, Julie Leduc, est doctorante en travail social à l'Université de Montréal sous la direction de Céline Bello. Son projet de recherche s'intitule « L'accès aux soins et aux services des jeunes qui échangent des services sexuels, une recherche-action participative ». Sa conférence a pour titre « Hommes et personnes queer qui pratiquent le travail du sexe, les injustices rencontrées ». Julie, tu as toute notre attention. Génial, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je viens, en fait, la présentation que je vous soumets, elle s'inscrit à la suite de celle de mes collègues. Je viens vous parler d'injustice, je viens vous parler de profilage, mais plus spécifiquement, je viens vous présenter les résultats de la recherche communautaire Photovoix que j'ai réalisée dans le cadre de la maîtrise en travail social à l'UQAM auprès des personnes, des hommes et des personnes queer qui pratiquent le travail du sexe. Oups. Alors, comment je vais structurer la présentation? En fait, je vais commencer par définir c'est quoi le travail du sexe. Ensuite, je vais situer la problématique, la méthode, le cadre théorique, puis ensuite, on va voir quelles sont les injustices que rencontrent les travailleurs et travailleuses du sexe. Et on va conclure avec quelques petites stratégies qui, elles, mettent en place pour être reconnues. Alors, c'est quoi le travail du sexe? Bien, c'est une activité qui vise à échanger des services sexuels contre rétribution ou compensation. Alors, on peut penser, en fait, ça se fait sous forme d'argent, mais également sous forme d'échange, que ce soit de la nourriture, un hébergement, des vêtements, etc. Le concept de travail du sexe, c'est un concept qui s'inscrit dans un contexte politique et féministe précis. C'est le mouvement des travailleuses et des travailleurs du sexe qui s'oppose aux approches plus néo-abolitionnistes ou prohibitionnistes qui considèrent la prostitution comme une forme d'exploitation. Donc, le mouvement des travailleuses et des travailleurs du sexe va plutôt militer pour la décriminalisation de la prostitution et réclamer des conditions de travail sécuritaires et empreintes de dignité. Donc, moi, ici, je me positionne comme alliée des travailleuses et des travailleurs du sexe.
Maintenant, par rapport à la problématique. En fait, moi, dans le cadre de la maîtrise en travail social, je voulais m'intéresser au travail du sexe des hommes. Pourquoi? En fait, je me suis basée sur mes propres expériences comme intervenante en itinérance. Au début de ma carrière, je faisais du travail de rue à Berry-UQAM et parmi toutes les gens que je rencontrais, eh bien, il y avait des gens qui échangeaient des services sexuels. Et parmi ces personnes-là, il y avait des jeunes hommes qui avaient beaucoup de questionnements par rapport à l'identité sexuelle, l'orientation, la sexualité, dans un contexte où leur clientèle était davantage masculine. Et comme il y a peu de données spécifiques en travail social sur le travail du sexe des hommes, et comme les intervenants sont amenés, tout comme moi, hein, dans le passé, à travailler auprès de cette population-là, eh bien, j'ai vu une pertinence d'aborder le sujet. Maintenant, qu'est-ce que la problématique, hein, qu'est-ce que les théories scientifiques nous disent? C'est tout d'abord hein, que le travail du sexe, c'est une pratique qui est extrêmement diversifiée et qui se réalise dans de multiples lieux, de multiples contextes. Par contre, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est une certaine invisibilité des hommes dans les différentes lois qui encadrent l'exploitation sexuelle et les différentes perspectives féministes néo-abolitionnistes. Parce que ces lois-là, ces perspectives-là vont cibler davantage les femmes et les enfants qui sont les victimes de l'exploitation. Et en fait, qu'est-ce que ça cause? Bien, ça vient occulter les besoins et les enjeux que peuvent vivre les hommes qui pratiquent le travail du sexe. Ensuite, un autre élément, c'est que les travailleurs du sexe vont vivre une double marginalisation qui est associée à l'homophobie, parce qu'ils ont des pratiques majoritairement auprès d'hommes, mais également à la putophobie, qui est ici vraiment la crainte des gens qui échangent des services sexuels. Et cette double marginalisation-là, ben, va les emmener en fait à avoir des difficultés à obtenir des soins de santé, des services sociaux ou la protection de la police. Et enfin, ce que la littérature nous dit, c'est que considérant que cette pratique-là se fait majoritairement auprès d'hommes et considérant que le travail du sexe est une pratique qui est genrée, hein, qui est souvent associée aux femmes, eh bien, les travailleurs du sexe ne correspondent pas aux attentes sociales en ce qui a trait à la masculinité et l'expression de genre. Alors, moi, j'ai souhaité faire une recherche communautaire photo-voix et elle s'est faite en collaboration avec le programme Travail du sexe. Le programme Travail du sexe est associé à Réseau, qui est un organisme montréalais dont l'objectif, dont la mission, c'est de promouvoir la santé et le mieux-être des hommes gays, bisexuels, cis et trans, et des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Parmi tous leurs programmes, bien, ils ont le programme Travail du sexe, qui est composé d'un centre de soir, du travail de rue et d'une banque alimentaire. Alors maintenant, cette recherche communautaire photo-voix, bien, en quoi ça consiste? La recherche communautaire, ça vise une collaboration entre les milieux académiques et les milieux associatifs. Donc, c'est vraiment, on part des besoins que la communauté énonce et on va les impliquer dans les différentes étapes de la recherche. Donc, nous, on va se bâtir vraiment sur des relations plus égalitaires avec les personnes. Donc, en l'occurrence, ici, c'est les intervenantes du programme Travail du sexe. Et c'est donc une façon de faire de la recherche avec les communautés et non pas sur les communautés. Pourquoi faire cette recherche-là? En fait, comme je le nommais précédemment, hein, le travail du sexe des hommes, c'est une pratique qui est extrêmement stigmatisée. Et en fait, je voulais inclure les principaux acteurs et actrices dans cette recherche-là, tout en respectant quand même la temporalité de la maîtrise qui est de 2 ans. Et donc, ici, les intervenants et intervenantes de réseau ont été impliqués dès le départ pour énoncer les besoins de recherche, comme vous l'avez vu précédemment. Ensuite, hein, ils ont été impliqués pour la problématique, le cadre théorique, la méthode. Ensuite, ils ont pu valider les résultats que je leur ai soumis et on a pu discuter ensemble de l'activité de mobilisation des connaissances. La méthode qu'on a choisie, c'est celle du photo-voix. Hein. C'est une méthode qui allie des techniques visuelles comme la photographie aux discussions de groupe. Et donc, hein, c'est une méthode qui s'adresse généralement à des groupes qui sont davantage marginalisés et ça leur permet d'être entendus, d'être reconnus. Donc, on va bien vraiment favoriser la position d'experts et d'expertes ici. Donc, notre matériau hein, de recherche va être constitué à la fois des photos, mais également des entretiens. Comment ça fonctionne un photo-voix? En fait, c'est qu'on va réunir un groupe de personnes qui vivent une réalité et on va leur demander de photographier cette réalité-là selon différents thèmes. Et ensuite, collectivement, ces personnes-là vont venir parler des photos qu'elles ont prises. Et ensuite, ultimement, on va créer une activité de mobilisation des connaissances parce qu'on veut venir sensibiliser la population aux enjeux qu'elles vivent. Maintenant, je voulais vous présenter rapidement le cadre théorique. Moi, dans cette recherche-là, naturellement, j'ai mobilisé plusieurs auteurs et autrices. Aujourd'hui, on se concentre juste sur la théorie de la reconnaissance d'Honneth parce qu'elle va nous permettre, en fait, d'adresser les résultats par la suite. Donc, Honneth, un philosophe allemand,
Pour Honnête, hein, la vie sociale est possible grâce à la reconnaissance réciproque qu'on retrouve entre les individus. Cette reconnaissance-là, c'est le fondement du lien social. Donc, à travers les interactions entre les individus, la socialisation, les exigences de la vie en société, eh bien, on va être amené à développer notre identité personnelle, mais également au contact de ces personnes-là, on va être amené à s'auto-réaliser, hein, et comprendre qu'on a une valeur. Et Honnête va développer 3 sphères de la reconnaissance qui sont garantes d'une société juste, où tout le monde est reconnu à sa juste valeur. La première sphère, elle est relationnelle et elle correspond aux relations affectives qu'on peut développer avec les gens, qu'elles soient amoureuses, érotiques ou familiales. Et lorsque cette sphère-là est remplie, elle bien, nous donne la confiance en nous pour participer activement à la société. Ensuite, la deuxième sphère, elle est juridique et elle correspond à l'égalité au niveau des droits, hein, qui sont vus comme universels pour l'ensemble des citoyens et qui permettent le traitement égal de tous. Et troisièmement, la sphère sociale qui correspond à l'estime de soi qu'on construit au travers des rapports sociaux entre individus. Donc ici, on va valoriser le caractère distinct des gens, mais également on va favoriser des valeurs communes pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Et l'absence de reconnaissance va entraîner des expériences de mépris ou de déni de reconnaissance. Et ce sont des injustices, selon Honnête. Ce sont les injustices que je vais vous parler par la suite. On va y revenir ensuite. Maintenant, avec tous ces éléments-là, eh bien, on a choisi d'aborder 2 thèmes dans le photo-voix. En fait, il s'agissait de l'expression de genre dans son travail et de l'expression de genre dans sa vie personnelle. Et plus largement, ces 2 thèmes-là devaient permettre à la fois d'aborder les injustices, mais également les stratégies de reconnaissance dans la pratique du travail du sexe et l'expression de genre chez les hommes. Alors, comment s'est déroulée finalement cette recherche? En fait, j'ai rencontré 10 participantes, dont 9 s'identifiaient comme hommes et une personne qui était en questionnement sur son genre. 5 personnes s'identifiaient comme bisexuelles, une personne comme hétérosexuelle et 4 personnes comme gays. Leur expérience du travail du sexe oscillait entre 3 et 28 ans. Donc, certains sur le court terme, d'autres sur le long terme. Et 5 personnes sur 10 avaient une expérience d'itinérance au cours de sa vie. Le recrutement s'est fait majoritairement au local TDS, le local travail du sexe, mais également en ligne et dans différents organismes, mais vraiment majoritairement au local TDS. Il y a un facteur important à considérer ici, c'est que le local travail du sexe rencontre une grande majorité de personnes en situation de précarité et d'itinérance. Donc, c'est normal que mon échantillon reflète ces situations de précarité-là. Par contre, hein, il ne faut pas donc généraliser l'ensemble de mes résultats à l'ensemble des travailleurs du sexe. C'est vraiment contextuel et ce n'est pas vrai que 50 des travailleurs du sexe vont rencontrer des situations d'itinérance dans leur vie. J'ai également rencontré plusieurs enjeux dans mon recrutement, mais également la rétention des participantes, notamment à cause de la COVID-19, mais également les grands froids et la temporalité. En fait, parce que c'était difficile pour des gens en situation de précarité de se mobiliser sur plusieurs rencontres. Et donc, j'ai dû adapter dans ce contexte-là le photo-voix. J'ai fait une rencontre de groupe avec 2 personnes et ensuite, j'ai fait des rencontres individuelles où les personnes prenaient les photos avec moi. Il y a une rémunération de 20 $ qui a été donnée par participant. Je trouve ça important de le mentionner parce que c'était vraiment une exigence de réseau, de rémunérer les participantes pour leur temps. Et finalement, dans un souci de sensibiliser la population aux enjeux que vivent les travailleurs et travailleuses du sexe, eh bien, Fierté Montréal a offert une subvention qui a permis d'agrandir les photos, de les encadrer. Ces photos-là ont été présentées au colloque Travail du sexe de Fierté Montréal à l'été dernier. Et maintenant, bien, les photos sont exposées de façon permanente dans les locaux de réseau, question de redonner aux gens bien, le fruit de leur travail. Alors maintenant, on passerait aux résultats de la recherche. Tantôt, je vous ai mentionné que Honnête nommait 3 sphères de la reconnaissance et qu'à chacune de ces sphères-là, il y avait des injustices. Alors, les voici. La première injustice, elle est donc relationnelle. Hein? Et donc, cette injustice-là vise à porter préjudice à l'intégrité de la personne. Alors, on a 2 sous-catégories. La première, c'est les violences sexuelles. En fait, les participantes ont nommé que dans leur carrière, ils ont pu vivre des violences sexuelles, que ce soit des agressions par des clients, par le fait de se sentir objectifiés aussi par les clients ou par une certaine pression à performer des actes sexuels qui ne sont pas souhaités. En fait, qu'est-ce que les participantes nommaient? C'est que les hommes sont généralement vus comme ouverts sexuellement, un peu prêts à tout. Et dans un contexte transactionnel, bien, ça va être difficile de mettre des limites. Ensuite, d'autres participants ont parlé des violences qu'elles ont vécues dans l'enfance et en fait qui les ont emmenées un peu à modifier leur trajectoire de vie, hein, qui ont été vécues difficilement. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est le fait de vivre une vie en solo.
En fait, pour Honnête, hein, la sphère relationnelle est vraiment essentielle au bien-être des individus parce que cette sphère-là procure hein, la reconnaissance réciproque. Et en fait, qu'est-ce que les travailleurs et travailleuses du sexe ont nommé? C'est que, considérant les tabous, les préjugés qui entourent cette pratique-là, bien, ils vont avoir la difficulté à débuter ou maintenir une relation amoureuse. Et donc, ça va les emmener à vivre dans une grande solitude. Lorsqu'ils arrivent à avoir une relation amoureuse, eh bien, souvent, ils vont devoir aussi cacher leur travail hein, et donc mener une double vie ou parfois devoir mettre fin aussi à leur travail. Alors ici, vous avez une photo de Benoît qui est symbolique de ces deux sous-catégories-là. En fait, c'est dans le parc Charles Kimball, qui est un parc situé dans le village, qui était dédié avant au travail du sexe des hommes, plus à l'extérieur. Et là, sur le banc, vous avez un banc à droite. Benoît a nommé que c'est sur ce banc-là, entouré d'amis, qui s'est souvenu pour la première fois des violences sexuelles qu'il a vécues dans l'enfance. Et c'est également, en fait, Benoît était en couple avec une personne à un certain moment et il a dû quitter sa profession parce que la personne vivait proche du parc et donc elle ne pouvait pas le voir travailler. La deuxième injustice, elle est juridique et elle correspond au fait de ne pas avoir les mêmes droits que tout le monde dans la société. Alors ici, je fais un petit préambule. En 2014, il y a vraiment eu un changement de paradigme en ce qui concerne la prostitution. En fait, avec le gouvernement Harper, la prostitution est devenue une forme d'exploitation sexuelle. Donc, les personnes qui échangent des services sexuels, ce sont des victimes et les clients, maintenant, ce sont des agresseurs et c'est judiciarisé. Envers 2014, il y avait quand même certaines pratiques, par contre, qui étaient criminalisées, comme la sollicitation. Et donc, les personnes qui ont pratiqué le travail du sexe avant 2014 ont nommé vivre la répression policière, hein, dont certains ont pu être arrêtés et parfois devoir payer une caution. D'autres personnes, par exemple, qui étaient séropositifs et qui ont pratiqué le travail du sexe sans mentionner leur statut sérologique, hein, ont été incarcérés un bon moment, malgré le fait qu'ils étaient indétectables. Les participantes ont aussi largement déploré le ménage qui a été fait par la police dans le parc Charles Kimball. Ça visait vraiment à enrayer le travail du sexe à ce moment-là et ça a été réussi parce qu'il n'y a plus de travail du sexe dans le village en ce moment, en fait, au moins dans le parc Charles Kimball. Pour la deuxième sous-catégorie, je vais commencer par la photo. En fait, c'est une photo de Benoît. En fait, Benoît voulait symboliser ici l'attente. En fait, il disait qu'il s'assoyait sur les marches de l'église et qu'il attendait des clients. Et là, hein, vous pouvez imaginer, si on doit attendre après des gens pour avoir une rentrée d'argent, mais ça nous crée hein, une précarisation. Également, d'autres participantes ont nommé, en fait, trouver difficile de pratiquer leur travail dans des conditions sécuritaires. Parce que des pratiques qui pourraient être plus favorables, hein, comme le fait de se référer des bons clients ou de faire des duos ou en groupe, ben c'est vu comme du proxénétisme. Et donc, c'est illégal. Également, les participants qui ont travaillé après 2014 ont nommé que les changements législatifs ont vraiment entraîné des pertes de clients et de revenus considérables. Maintenant, la troisième forme d'injustice que les participantes ont rencontrée, elle est sociale, pardon. Et en fait, cette injustice-là, ça consiste à considérer comme inférieur certains comportements ou certains modes de vie. On peut aussi associer cette injustice-là au profilage social. Ce profilage-là, chez les participantes, hein, c'est vraiment par rapport à leur pratique du travail du sexe, mais également leur expression de genre. Et ça se décline de deux façons ici. Tout d'abord, on a les humiliations et les jugements sociaux, le jugement social. Par exemple, des personnes qui ont pratiqué plus du travail du sexe à l'extérieur ont nommé se faire pointer du doigt, ont nommé se faire rire de soi. Des personnes qui avaient une pratique plus à l'intérieur, hein, comme de l'escorte, ont nommé vivre du harcèlement d'individus. Par exemple, des faux coups de téléphone, des fausses demandes qui les font se déplacer pour rien, qui leur font perdre de l'argent. Également, les travailleurs et travailleuses du sexe ont déploré le fait que le travail du sexe des hommes soit invisible par rapport à celui des femmes, en fait, parce qu'on ne reconnaît pas leurs besoins. Et tout ça, bien, ça crée une difficulté à bâtir une estime sociale. Et ce que les participantes ont nommé, c'est qu'ils aimeraient que le travail du sexe soit reconnu dans notre société et qu'il puisse se valoriser par rapport à celui-ci. Vous avez ici une photo qui est très symbolique, une photo d'Albert, qui est une photo de la statue des chuchoteuses située dans le Vieux-Port de Montréal. En fait, qu'est-ce que Albert voulait symboliser? C'est que quand tu fais du travail du sexe à l'extérieur, sur un coin de rue, et que tu y restes longtemps, les gens finissent par te reconnaître et chuchotent sur ton passage. « Hey, regarde, c'est telle personne, c'est lui qui fait du travail du sexe. »
La deuxième sous-catégorie ici, en fait, c'est les violences de genre. En fait, qu'est-ce que les participants ont mentionné? C'est qu'à cause de leur identité de genre, à cause de leur comportement sexualisé avec d'autres hommes ou leur orientation sexuelle, eh bien, elles vont être la cible de différentes micro-agressions, des agressions, des formes de rejet, des formes de stéréotypes. Et tout ça, ben, ça rend, c'est difficile de créer une estime de soi, hein, et de faire pleinement partie de la société, en fait, dans ce contexte-là. Alors, pour terminer, en fait, moi, je voulais revenir avec quelques petites stratégies que les répondantes mettent en place pour être reconnus. Elles sont au nombre de 3. La première, en fait, c'est de fréquenter des espaces identitaires pour favoriser l'expression de soi. Ces espaces identitaires-là, ce qui a été nommé par les participantes, ben, c'est le village, les saunas, certains bars, certains clubs, parfois aussi à l'extérieur du village, comme vous avez ici sur la photo de Charlie, qui est le Café Cléopâtre, qui est situé sur Saint-Laurent. En fait, ces endroits-là permettent aux participantes à la fois de s'exprimer sexuellement, de s'épanouir, de vivre leur identité, mais parfois aussi de pratiquer leur travail ou de recruter des clients. Je rajouterai un bémol, par contre, parce que avec les changements, hein, dans le village, notamment la gentrification, ben, les participants considèrent que c'est rendu difficile de vraiment retrouver un espace sécuritaire. Ils vont ajouter aussi que l'augmentation des violences et des drogues dans le village rendent difficile la fréquentation. Deuxième stratégie, c'est de se regrouper afin de créer une solidarité sociale. En fait, cette solidarité-là, ben, elle se crée via le programme Travail du sexe de réseau. C'est un lieu où les gens vont aller réseauter, parler, discuter, se conseiller autour souvent d'un repas, hein, le soir ou lorsqu'on va chercher des services. C'est une place aussi où les personnes peuvent s'impliquer dans des activités de bénévolat, par exemple. Finalement, la troisième stratégie, ben, ça consistait pour les participantes à participer à cette recherche-ci. Enfin, en fait, pour certaines personnes, c'était vraiment une question d'honneur de participer à la recherche. D'autres voulaient vraiment militer pour la reconnaissance de leur profession, pour l'avenir de leur profession. Et ici, ben, vous avez une photo très symbolique de Léo. En fait, c'est une photo du canal La Chine. Léo nommait que les travailleuses et travailleurs du sexe rencontrent énormément d'embûches pour pratiquer leur travail qui est souhaité par elles. Et le canal La Chine, ça correspond à une façon de contourner un obstacle. Donc, la façon que les travailleurs et travailleuses du sexe vont mettre en place, hein, pour les stratégies qu'ils vont mettre en place pour quand même pratiquer leur travail dans un contexte où c'est rendu criminalisé. Alors voilà, c'était la présentation. Pour terminer, je trouve ça important de faire quelques petits remerciements. Donc, l'École de travail social de l'UQAM avec ma directrice Marianne Nguyen-Mensah. Également, le service aux collectivités de l'UQAM qui m'a permis d'avoir une bourse pour rémunérer les participantes. Aussi, Céline Bello et Jacinthe Rivard pour la recherche Rendre visible l'itinérance au féminin à laquelle j'ai participé il y a quelques années comme co-chercheur. En fait, Céline et Jacinthe m'ont familiarisé avec la théorie de la reconnaissance d'honnête, mais également, elles m'ont appris à faire de la recherche avec les communautés et non pas sur les communautés. Et finalement, bien, Fierté Montréal qui a offert à la fois la subvention, mais également un lieu pour exposer les photos. Alors, voilà. Un grand merci à toi, Julie, pour avoir pointé du doigt la double marginalisation ainsi que les formes d'injustice dont sont victimes les personnes et hommes qui pratiquent le travail, les personnes queer et les hommes qui pratiquent le travail du sexe à Montréal. Des injustices qu'on pourrait appréhender comme une forme de profilage social croisé à la discrimination liée au genre et à l'orientation sexuelle. J'ai également beaucoup apprécié ta technique de collecte de données que je ne connaissais pas auparavant. Merci beaucoup. Donc, voilà qui met fin à notre série de conférences pour aujourd'hui. Nous allons maintenant arrêter l'enregistrement pour la période de questions et d'échanges. On vous